Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. La SADC s'emploie à améliorer la qualité des statistiques pour l'Observatoire de technologie de l'information et de la communication dans la région. Cette structure organise un atelier à Kinshasa qui réunit des experts des pays membres avec pour objectif d'harmoniser les statistiques dans plusieurs domaines et de mieux orienter le politique public dans tout le pays membre. Plus de détails donc dans ce journal. Et puis à Lumbashi dans le Haut-Katanga, la police nationale congolaise a lancé une vaste opération visant donc les véhicules sans plaque d'immatriculation. Cette opération est donc menée par le commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba. Et puis en international, le recette pétrolière du Gabon ont atteint 1142,2 milliards de francs CFA en 2024, soit une baisse de 17,4% par rapport à 2023. Voilà, messieurs, très heureux de vous retrouver pour cette grande édition du journal télévisé. On va débuter avec cette information. Le verdict du procès de l'ex-ministre de la Justice, Constant Mutamba Tungunga, poursuivi pour détournement de fonds publics, est attendu ce mercredi 27 août 2025. Dans un communiqué, le parquet de grande instance a ordonné l'interpellation de toute personne abordant des effigies ou scandale de slogans en faveur du prévenu. Il met en garde contre toute tentative de trouble à l'ordre public ou d'intimidation à l'encontre des magistrats. Et puis, la SADC s'emploie à améliorer la qualité de statistiques pour l'Observatoire de technologie de l'information et de la communication dans la région. Cette structure organise un atelier à Kinshasa qui réunit des experts des pays membres. L'objectif est d'harmoniser le statistique dans plusieurs domaines en vue de mieux orienter les politiques publiques dans tous les pays membres de l'organisation. L'atelier allais-je dire, est ouvert par le ministre de Poste, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, José Mpanda, le 25 août. Il ira jusqu'au 29. Je vous convie de suivre Angèle Maakombo, secrétaire exécutif adjointe de la SADC, qui parle des enjeux de l'atelier. Elle est au micro de Patrick Kelunga. Eh bien, c'est un atelier régional dans toute la région SADC sur les statistiques. Les statistiques dans quel domaine? Les statistiques dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Et l'enjeu de cet atelier, c'est lequel? C'est que, comme on dit, ce qu'on ne peut pas mesurer, on ne peut pas l'améliorer. Et ce dont nous souffrons dans nos pays de la SADC, tous les 16 États de la SADC, même ceux qui sont plus développés que d'autres, c'est que nous n'avons pas, nous ne produisons pas des statistiques solides de façon régulière et de manière harmonieuse. Chaque pays produit un peu à sa façon. On aimerait harmoniser la manière de collecter les statistiques, la manière d'analyser les statistiques, la manière de propager les statistiques.
Et quand je dis statistique, aujourd'hui on s'occupe de technologie de l'information, mais l'année dernière, par exemple, la SADC était ici pour les statistiques, mais dans le domaine de l'emploi et du travail. Donc tous les domaines, santé, éducation, agriculture, infrastructure, on a besoin de données. Et ces données-là, ce n'est pas juste le plaisir d'avoir des données et les mettre quelque part, les collectionner. Ce sont des outils qui permettent aux décideurs de mettre en place, définir des politiques publiques et de les mettre en œuvre. Et si on ne sait pas, par exemple, combien d'étudiants vont rentrer à l'UNIKIN l'année prochaine et dans quel secteur, médecine, géologie ou quoi, on ne peut pas prévoir. Donc c'est un outil absolument primordial pour la détermination et la mise en œuvre des politiques publiques. Voilà, à Lubumbashi, dans le chef-lieu du Haut-Katanga, la police nationale congolaise a lancé une vaste opération visant le véhicule sans plaque d'immatriculation. Cette initiative menée par le commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba s'inscrit dans un effort de lutte contre l'insécurité grandissante dans la ville où ces véhicules sont souvent utilisés à des fins criminelles. Dans mon mat. À Lubumbashi, la police nationale congolaise intensifie sa lutte contre l'insécurité. Depuis lundi, de nombreux véhicules sans plaque d'immatriculation sont interpellés sur les principales artères dans une opération d'envergure supervisée par le commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba. À la population de s'approprier cela. C'est pour son bien, c'est pour sa propre sécurité qu'on demande qu'un véhicule puisse porter une plaque d'immatriculation. Et qu'on demande à ce que ce soit une vraie plaque, tout simplement pour que l'auteur d'une infraction puisse répondre en cas d'accident ou en cas d'utilisation de ces véhicules dans des activités clandestines. Une initiative saluée par le Louchois, y compris certaines personnes interpellées. C'est normal ce que la police fait, car on a du mal à identifier les voitures des criminels. C'est très encourageant. Celui qui roule sans plaque d'immatriculation doit être interpellé. Il faut mettre fin aux pratiques des ayants droit. L'opération ne ménage personne. Députés provinciaux, membres des forces de sécurité, le message est clair, tolérance zéro. J'ai commencé par nous, les généraux. Lorsque vous décidez de prendre un volant, vous êtes chauffeur, c'est ce que dit le code. Vous êtes usager de la route. Alors, acceptez la gymnastique qu'il y a là-bas. Cette opération vise aussi le kimbirikité et la circulation en contresens, deux pratiques en hausse dans la ville. La police promet de maintenir la pression vers une circulation plus disciplinée et une ville plus sûre. Et puis, le ministère public a requis 15 ans de prison ferme sans circonstances atténuantes ainsi que la destitution contre plusieurs officiers supérieurs poursuivis pour complot visant à renverser par la force le régime en place. Un élément de Gigi Nende. Lors de l'audience de la haute cour militaire tenue à la prison militaire de Ndolo, le général-major magistrat Cyprien Mouaou a déclaré qu'il plaise à la haute cour des séants de déclarer établi en fait comme en droit l'infraction des complots dans le but de changer le régime constitutionnel en RDC par les armes établi 1 dans les chefs du général de brigade Inengeli Bakat Erickson, de les condamner en conséquence à 15 ans, service pénal principal et à la destitution. La même peine a été requise contre les prévenus David Lusenge, le lieutenant-colonel Gervais Malagi, les majors Paloukou, Jean-Marie Kassereka, Philippe Mambolo, ainsi que le lieutenant Kakoulé. Des peines réduites ont été proposées pour les prévenus et ont coopéré durant l'enquête. L'acquittement a été demandé pour le capitaine Freddy Ngoyi, faute de preuves suffisantes. Le parquet a aussi requis que chaque condamné
paient les frais d'instance selon les dispositions légales. 40 prévenus sont jugés dans ce dossier pour avoir tenté de renverser les institutions depuis un hôtel situé dans la commune de Bandalungwa. Le gouvernement provincial de Kinshasa s'en vend en guerre contre les constructions anarchiques. L'exécutif veut débarrasser la capitale de constructions érigées sur 2 emprises publiques, histoire de remettre de l'ordre et rétablir le norme urbanistique dans la ville de Kinshasa. L'opération de démolition qui est actuellement menée à Kingabwa dans la commune de Limete et dans la commune de Lagombe est diversement apprécié, parfois controversé. Myriam Likio. Depuis le samedi 23 août, une vaste opération de démolition des constructions anarchiques a été lancée dans plusieurs communes de Kinshasa. Cette initiative, inscrite dans le programme de retour à la norme, vise à libérer les emprises publiques, assainir l'espace urbain et lutter contre l'occupation illégale des terrains. Cependant, tous ne partagent pas cet avis. Des riverains et propriétaires de structures démolies dénoncent un manque de communication et de préavis par l'État. L'opération Retour à la norme montre la volonté de remettre de l'ordre dans la capitale congolaise, mais pour être pleinement acceptée, elle devra aussi tenir compte des réalités sociales et offrir des solutions d'accompagnement aux personnes touchées. Et puis le boulevard Congo-Japon, ex-avenue de poids lourds, devient de plus en plus le théâtre des accidents tragiques. Le dernier en date fut donc ce lundi où 2 voitures sont entrées en collision. Ces drames à répétition mettent en lumière de problèmes de sécurité routière. Plusieurs causes sont à la base de ces accidents, dont la formation de conducteurs, mais également le respect du code de la route. Gigi Nende pour plus de détails. Voiture défoncée, encore un accident. Un de plus sur le boulevard Congo-Japon, avenue des poids lourds. Depuis plusieurs mois, régulièrement des incidents dramatiques s'y produisent, mettant en danger la vie des conducteurs, des passagers et des piétons. Ce phénomène soulève des inquiétudes quant à la sécurité routière dans la capitale congolaise où la circulation de camions et autres véhicules est particulièrement dense. Les statistiques révèlent que les accidents sur cette route sont non seulement fréquents, mais souvent graves. L'une des principales causes de ces accidents répétitifs est le mauvais état des infrastructures. La route des poids lourds présente de nombreuses défaillances, trous, obscurités, manque de signalisation et absence de zones de sécurité. Ces conditions rendent la conduite dangereuse, surtout pour les poids lourds qui nécessitent plus d'attention et d'espace pour manœuvrer. Les conducteurs doivent souvent faire face à des imprévus qui peuvent entraîner des accidents avec d'autres véhicules ou des piétons. Un autre facteur aggravant est le manque de formation adéquate des chauffeurs. Beaucoup de conducteurs ne reçoivent pas une formation suffisante pour gérer les véhicules. Leurs compétences en matière de sécurité routière sont souvent insuffisantes. De plus, l'ivresse joue un rôle important. Les chauffeurs sont souvent ivres au volant, ne voyant plus correctement la route, ce qui altère leur vigilance et augmente le risque d'accident. Pour remédier à cette situation alarmante, il est essentiel que les autorités prennent des mesures concrètes. L'amélioration des infrastructures routières, la mise en place de programmes de formation pour les conducteurs et un renforcement des contrôles de sécurité. En agissant sur ces différents aspects, Kinshasa pourrait réduire significativement le nombre d'accidents sur la route poids lourd et garantir la sécurité de tous les usagers de la route. Et dans un autre chapitre, dédollariser l'économie congolaise, un vaste chantier
une entreprise de profonde transformation économique pour redonner à la devise nationale la place centrale. C'est l'une des missions que s'est assignée André Ouamesso. Le gouverneur de la Banque centrale s'engage dans ces processus de souveraineté monétaire importants. Mais qu'est-ce que cette initiative implique réellement en termes de réforme? Daniela Kalala nous en dit plus. Il se fixe pour objectif de dédollariser progressivement l'économie nationale et de redonner au franc congolais la place qu'il a perdue depuis des lustres dans les transactions internes. Le nouveau gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso, a fait part au gouvernement de grandes lignes de sa politique qui vise à favoriser la préférence du franc congolais dans les transactions financières au sein de l'économie en créant un marché des capitaux en francs congolais. Cette nouvelle politique encourage aussi à favoriser l'épargne en francs congolais. Il s'agirait également de demander aux banques de pouvoir respecter les coefficients de réserves obligatoires en francs congolais. Une ambition de taille dans un pays où plus de 90% des échanges commerciaux se font encore en devises étrangères, principalement en dollars américains. En misant sur une série de réformes structurelles, le nouveau patron de la BCC entend renforcer la souveraineté monétaire et stabiliser le cadre macroéconomique du pays. Mais peut-on réellement évaluer l'efficacité de ces mesures dans un délai court? Quels sont les risques d'une telle transformation dans une économie encore largement dollarisée? Géopolise Télévision a tendu le micro à Chris Karamboué, chercheur en économie, pour mieux comprendre la problématique. Il est possible, en effet, d'observer l'efficacité de ces mesures dans un délai court, mais il ne faudra pas oublier que la dédollarisation est une bataille de plusieurs années. Pourquoi? Parce qu'il s'agit là de la confiance. Les agents économiques étant naturellement rationnels ne peuvent adopter pour une monnaie massivement qui peut à tout moment perdre sa valeur. Actuellement, nous sommes pratiquement dans une stabilité monétaire est décédée à plus de 6 mois, qui est d'ailleurs le fruit d'une coordination de politiques économiques, c'est-à-dire politique budgétaire et politique monétaire. Et donc, voilà, nous sommes en train de danser dans une stabilité monétaire. Et donc, ça doit se poursuivre. Si les réformes sont incohérentes ou mal expliquées, les agences économiques retourneront immédiatement vers les dollars. Et donc, vous voyez que c'est en tout cas une question qui doit faire objet non pas seulement de la Banque centrale du Congo, mais c'est pour toute une économie, comme je venais de le dire tout à l'heure. La dédollarisation mal conduite peut conduire à l'effet inverse. Dédollariser l'économie congolaise reste un défi majeur, mais aussi un enjeu stratégique crucial pour garantir une réelle indépendance économique. Faisons un rétro-pédalage dans les secteurs des infrastructures. En tournée dans la ville de Kinshasa ce lundi, le nouveau ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, John Banza, a visité plusieurs sites de travaux de lutte anti-érosive de la capitale. Il a également procédé au lancement de travaux de sites érosifs des avenues de l'école et Kasavubu dans la commune de Kimbanseke. La tournée du ministre, menée dans plusieurs communes de Kinshasa, a également servi à s'imprégner de l'état d'avancement de travaux financés par le Fonds national d'entretien routier, FONER en sigle, sous l'œil vigilant de son directeur général Pierre Bundoki. C'est un reportage exclusif de Giscard Tamba. Un cortège aux allures décisionnelles, voilà comment le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, John Banza, à manches retroussées, débute sa tournée d'inspection dans la ville de Kinshasa pour voir de ses propres yeux le site des travaux de lutte anti-érosive de la capitale financé par les Fonds national d'entretien routier. De l'érosion Munganga au lancement de travaux de sites érosifs des avenues de l'école et Kasavubu dans la commune de Kimbanseke, en passant par Général Bassou
Luki, Lalou, Masikita, Mbala, Doumez, Makengo, érosion de Kimwenza et la route de Kindele, John Banza a tout vécu, entouré de Pierre Bundoki Ndongala, le patron du Foner, un chevronné qui a fait un nom dans son domaine, notamment à cause de son génie en matière d'innovation pour permettre à cet établissement de jouer véritablement son rôle de gestionnaire du patrimoine routier de la République démocratique du Congo. Je remercie ma casse de Jeu Pierre, Foner, en tout cas, excellent chef de l'État. De Jeu Pierre, il finance rapidement le Tozaki Naye et puis Azali dans l'accélération rapide du cap d'Aïne, l'équipe. Et en tout cas, le chef de l'État va déjà Foner de soutenir Bango, biso population notable. De ce qui soutenir déjà Foner, la magistrature, Azala toujours. Bon, déjà Pierre, la ministre Banza Basali Bio Kitoko, Mokonzamboka, Abimisamboka, Musale Salama. Mokonzamboka, Zomisamboka, Musale Salama, Nakachamboka, Osepeli Musale Kitoko. Mobilisation de ressources, financement de travaux d'entretien routier, le Foner semble plus que jamais déterminé pour jouer sa partition conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour que la route du développement passe par les infrastructures routières. Malgré les défis liés à la non-activation de certains actes générateurs de recettes et la réduction de taux de paiement de certains autres tels que la consommation du carburant, la hargne d'implémenter une gestion plus que jamais rationnelle du réseau routier congolais est sans appel pour le comité Bundoki Ndongala, aujourd'hui auréolé par l'arrivée d'un John Banza ayant reçu des instructions claires de la part du chef de l'État sous la coordination de la première ministre Judith Suminwa Tuluka pour propulser les secteurs des infrastructures en République démocratique du Congo. C'est donc par cet élément que nous bouclons la page nationale. Les recettes pétrolières du Gabon ont atteint 1142,2 milliards de francs CFA en 2024, soit une baisse de 17,4% par rapport à 2023. Cette contre-performance résulte d'un recul marqué de l'impôt sur les sociétés pétrolières et d'autres recettes liées au secteur. Suivez. L'IS pétrolier s'est contracté de 38,6%, passant de 609,5 milliards de francs CFA en 2023 à 374 milliards de francs CFA en 2024. Cette diminution représente un poids budgétaire significatif, d'autant que les recettes pétrolières constituent encore 39,2% du total des recettes de l'État, en baisse de 7,7 points par rapport à 2023. La contraction de l'IS souligne la stabilité du budget national aux prix internationaux du pétrole et aux ajustements fiscaux, notamment dans un contexte où la production gabonaise a légèrement augmenté. Les autres recettes pétrolières, comprenant taxes et contributions diverses, ont représenté 36,7% du PIB pétrolier, soit un recul de 18,5 points par rapport à 2023. Comparativement à d'autres pays de la sous-région comme le Cameroun ou la République du Congo, le Gabon reste fortement dépendant des revenus pétroliers alors que ces pays ont diversifié davantage leurs sources fiscales pour limiter l'impact de fluctuations de prix. Cette situation met en évidence le besoin d'une stratégie de diversification économique et budgétaire plus robuste. Dans ces contextes, la baisse de recettes pétrolières pourrait contraindre l'État à ajuster ses priorités budgétaires et à mobiliser d'autres sources de financement. Le renforcement de recettes non pétrolières, la digitalisation des services fiscaux et l'optimisation de recettes locales apparaissent comme des leviers essentiels pour compenser la perte liée aux revenus pétroliers. À court terme, ces mesures seraient indispensables pour maintenir la capacité de financement de projets prioritaires et la stabilité macroéconomique du pays. Cette chute drastique de près de 18% de recettes pétrolières renforce la nécessité pour l'État gabonais de diversifier ses sources de revenus et de miser sur de nouveaux gisements à plus forte valeur ajoutée, notamment l'or profond. Le pays dispose
d'un potentiel important dans ces zones encore peu exploitées qui pourrait compenser le recul des revenus classiques, la fiscalité non pétrolière, le recette locale et la valorisation de ressources minières ou forestières restent des leviers à court terme, mais le développement de l'offshore profond apparaît désormais comme un axe stratégique capable de sécuriser durablement les recettes publiques face à la volatilité de prix. Et puis, la Guinée fait face à une pénurie de liquidités qui paralyse l'économie. Selon la Banque centrale, des billets des banques mis en circulation échappent au circuit bancaire. Cette situation limite l'offre de crédit et provoque des tensions sur le retrait des clients. Des discussions ont été ouvertes avec les banques pour proposer des mesures correctives. Suivez. En Guinée, près de 94% des billets des banques mis en circulation ne retournent pas dans les circuits bancaires. La solution à ces problèmes passe par la restauration de la confiance entre le citoyen, les entreprises et les systèmes bancaires. Pour faire face à la crise, la BCRG a pris plusieurs mesures dont l'émission de nouveaux billets afin de remplacer les coupures usées, la promotion des paiements scripturaux, des négociations avec les imprimeurs pour accélérer la production des billets, le renforcement du dispositif de sécurité pour le transport et la distribution du cash. Malgré ces initiatives, la pénurie des liquidités persiste. C'est pourquoi ce dialogue plus structuré a été engagé avec les banques. L'objectif est de trouver de nouvelles pistes, notamment à travers la bancarisation et la digitalisation des paiements. Le maintien de 94% de billets hors du système bancaire a plusieurs implications. Les banques disposent de peu de liquidités et limitent leurs prêts aux entreprises et aux particuliers, ce qui freine l'investissement et la croissance économique. Cette situation renforce aussi l'économie informelle puisque de nombreuses transactions échappent au contrôle fiscal et monétaire de l'État. Pour le client, cela entraîne des difficultés à retirer de l'argent dans les agences bancaires, comme l'a dénoncé l'Union de consommateurs en Guinée, l'Union de consommateurs de Guinée qui, en juin dernier, a interpellé le président de l'APB sur des difficultés des consommateurs à retirer de l'argent en banque pour des montants supérieurs à 20 millions de francs guinéens, environ 2310 $. Pour son rapport sur la politique monétaire du premier trimestre 2025 publié en juin, la Banque centrale a indiqué que la masse monétaire, c'est-à-dire l'argent en circulation sous forme de billets, pièces et dépôts bancaires, a augmenté de 15,7% en mars 2024 et mars 2025, passant de 60 870,6 milliards à 70 428,6 milliards de francs guinéens. Cette hausse provient surtout d'une augmentation de 30,4% de l'argent liquide en circulation lié aux achats d'or par l'État et aux dépenses de consommation des ménages pendant le mois de Ramadan. Au cours des prochains mois, la surveillance de cette masse monétaire sera déterminante pour mesurer l'ampleur de la crise de cash et anticiper des mesures pour stabiliser les systèmes financiers. Place à présent, madame, messieurs, à la lecture de journaux parus dans la ville de Kinshasa en ce 26e jour du 8e mois de l'année. Suivez. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'actualité de ce mardi est dominée par la publication d'une feuille de route pour un processus de paix en RDC. La CENCO, les CC et d'autres confessions religieuses écrit Ouragan se sont accordés lundi pour la tenue prochaine d'un dialogue politique inclusif en RDC. Celui-ci réunira les oppositions politiques et armées, la majorité ainsi que la société civile avec pour objectif de parvenir à des conclusions à remettre au président Félix Tshisekedi. La prospérité rappelle que ces confessions aspirent aujourd'hui plus qu'hier à une seule finalité, sauver le Congo du précipice face à l'insécurité généralisée et à l'occupation persistante de plusieurs zones du pays. Elles appellent à une mobilisation interne concertée et exhortent le chef de l'État à décréter dans les plus brefs délais un processus national et inclusif de paix. Cette feuille de route est structurée en 4 grandes étapes: le mois de la paix, les dialogues des experts, les dialogues politiques et enfin une conférence internationale sur la paix et le bien vivre ensemble dans la région de Grand Lac. Un programme ambitieux qui rencontre néanmoins des obstacles. Si l'opposition politique, notamment Martin Fayoulou,
Kalou accueille favorablement l'initiative. Tempête des tropiques rapporte que certains membres du gouvernement y sont farouchement opposés. Des ministres refusent que ces processus aient lieu, surtout sous l'égide des églises. Vital Kamere, président de l'Assemblée nationale, tente toutefois d'apaiser les tensions en soutenant publiquement l'idée d'un dialogue pour éviter l'escalade. Le journal s'interroge alors, reste à savoir si le chef de l'État cédera à la pression des églises alors même que son entourage manifeste une certaine hostilité à l'égard de cette médiation religieuse. Plus loin, la situation sécuritaire se complique davantage. Le nouvel observateur va plus loin en alertant sur une possible balkanisation du pays. Selon lui, des signaux clairs émergent. Ouverture de la frontière ougandaise à Bunagana, nomination par les Kenya d'un consul à Goma ou encore les discussions à Doha, au Qatar, qui envisagerait d'intégrer des membres de l'FCM23 dans les institutions locales jusqu'en 2027. Ces faits sont perçus par le journal comme un début de reconnaissance de l'occupation et un danger pour l'intégrité territoriale du pays. Mais au-delà des dynamiques religieuses, politiques ou géopolitiques, un autre phénomène interroge, celui des enfants des dignitaires politiques qui, contre toute attente, se désolidarisent de leurs parents engagés au sein du gouvernement ou du pouvoir en place. Le phare revient à ses propos sur l'affaire du capitaine Junior Mbosso, membre de la Légion nationale d'intervention, qui a publiquement dénoncé les dérives de la police nationale, allant jusqu'à parler de génocide. Une vidéo choc que sa famille attribue à un montage destiné à nuire politiquement à son père, l'ex-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Cet événement rappelle un précédent. Le cas du fils du député Floribert Mbachimbacha, qui avait lui aussi publié une vidéo pour annoncer son ralliement à la coalition rebelle FCM23. Ces situations posent une question troublante. Comment expliquer que des enfants des personnalités politiques bien établies choisissent parfois la rébellion ou de formes radicales d'opposition contre le gouvernement dans lesquels leurs propres parents servent? Le journal souligne que ce paradoxe n'est pas nouveau. Jean-Pierre Bemba, fils de Jeannot Bemba, s'était lui aussi engagé dans la rébellion du MLC en 1998 alors que son père occupait un poste ministériel dans le gouvernement de Laurent Désiré Kabila. Fin de cette revue de presse. Merci de votre attention et à très bientôt. Au revoir. C'est donc la fin de ces journaux, madame, messieurs. Avant de vous quitter, place au rappel de titres. La SADC s'emploie à améliorer la qualité des statistiques pour l'Observatoire de technologie de l'information et de la communication dans la région. Vous avez suivi cela avec plus de détails. Vous avez également suivi qu'à Lubumbashi, la police nationale congolaise a lancé une vaste opération visant le véhicule sans plaque d'immatriculation. Et au Gabon, les recettes pétrolières ont atteint 1142,2 milliards de francs CFA en 2024, soit une baisse de 17,4% en 2023. C'est donc la fin complète de ce journal, madame, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne l'oubliez pas, le courage n'est pas l'absence de la peur, mais la capacité de vaincre qui fait peur. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.